Alors, bonjour et bienvenue tout le monde. J'ai l'honneur de modérer la session aujourd'hui avec Sylvie Gazet. Et Sylvie est une enseignante de maths et de sciences à l'École de la Rose Sauvage à Calgary. Ça fait partie du Conseil scolaire Franco-Sud. Et après une première carrière dans l'industrie chimique, Sylvie a obtenu son bac en éducation à l'Université de Calgary en 2009. Elle a travaillé ensuite pour le Calgary Board of Education dans une école d'immersion et maintenant au Conseil scolaire Franco-Sud. Passionnée par l'évaluation dès sa formation, Sylvie continue à développer ses stratégies dans le domaine et à les expérimenter en classe. Elle a quelque chose de super intéressant planifié pour vous ce matin. Ça va nous permettre aussi de participer activement dans la session. Et je pense que peu importe la matière que vous enseignez, ça va être très, très utile dans votre pratique et votre pédagogie. Alors, sur ce, je passe la parole à Sylvie. Merci Barbara. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ben, c'est la pensée critique. Euh, Pardon. Déjà, je voudrais faire une petite mise au point avant qu'on aille plus loin. C'est que dans le titre de la session, moi j'interviens en fait dans les cohortes secondaires pour les sciences essentiellement. Et donc, ce n'est que dans la description de la session que j'avais dit qu'il y aurait comment dirais-je, des partages de ressources, etc. Et que ça avait trait aux sciences. Ensuite, en regardant un petit peu les inscrits hier avec Barbara, nous nous sommes rendus compte, à moins que je ne me trompe, que certains d'entre vous euh, enseignaient en particulier les études sociales. Mais je vous rassure, je vais vous donner des liens vers des ressources pour vous aussi. Et puis, je pense que la présentation est assez générale, sauf peut-être sauf les exemples qui sont donnés, qui sont relatifs aux sciences, pour que vous puissiez en tirer quelque chose. Et même dans les exemples de sciences, je suis sûre qu'on peut transposer à votre matière. Donc, je ne sais pas si je t'ai remercié pour la présentation, Barbara, mais oui, merci, si ce n'est pas fait. Notre ordre du jour, ça va être ben, très rapidement de faire un petit tour de table. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'est la pensée critique pour vous. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la littérature? Alors, il faut comprendre que je ne suis pas une spécialiste de la pensée critique, même si je lis que les gens qui ont une formation scientifique devraient avoir des habiletés de pensée critique. Voilà, donc moi j'ai fait pas mal de recherches et en fait je viens juste partager avec vous cette recherche aujourd'hui et puis initier peut-être des discussions et un partage aussi. Donc ensuite, on va s'intéresser à de quoi a l'air la pensée critique en salle de classe. Alors bien sûr, bien vous voyez pensée critique et laboratoire parce que j'avais accès sur les sciences, mais il y a d'autres sujets. Donc comment mêler la pensée critique aux connaissances, à l'évaluation et à la recherche d'informations. Et puis ensuite, nous ferons une petite vue d'ensemble, un petit retour et des réflexions. Bien, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quelques petits soucis. C'est la première fois pourtant que j'ai des soucis avec ma présentation, disons en même temps que le Zoom, mais bon, on va y arriver. Alors, je vais repartager mon écran. En fait, ce qu'on va faire, c'est ben, vous laisser un petit peu de temps pour peut-être vous séparer donc du coup en, comment dirais-je, un petit groupe. Voilà, pour pouvoir justement ben, repenser. Alors, je pense qu'on l'a déjà fait un petit peu, mais peut-être aller un peu plus loin dans ce qu'est la pensée critique. Donc, je pense que ça va vous amener aussi à pouvoir discuter entre vous. Barbara, je ne pense pas qu'on ait besoin de plus de 10 minutes pour ça. Donc, vous êtes revenu de votre petite discussion. Est-ce qu'il y aurait une personne par salle, puisque nous n'avons que deux salles finalement, qui serait volontaire pour résumer un peu ce dont vous avez parlé?
OK, dans la salle 1, de quoi avez-vous parlé? Je pense 10 minutes, c'était pas assez long, honnêtement. Je pense que Mathias, on aurait à dire longtemps, là. Ben, vous On allez parle avoir l'occasion, hein, de toute façon, de... oui. Oui. Mais oui, vas-y. On parlait justement des formules, puis des unités, puis comment les mettre ensemble, parce que s'ils ne regardent pas les unités, ils n'utilisent pas bien la formule. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre, là? Vous devez m'aider, là. Je pense à qu'est-ce que moi j'ai dit, mais je pense pas Oui, Ouais. vous avez parlé Les, de... les situations de Oui. de son problème qu'on donne aux problème, élèves oui. doivent être des situations réelles, c'est-à-dire ils vont mener à des résultats réels, fiables, et non pas donner des situations de problème juste pour mettre des chiffres, parce qu'en maths et en sciences, on peut mettre des chiffres n'importe comment et les résultats ne vont pas être réalistes ou bien ne vont pas représenter la réalité. Donc, on doit amener les élèves, si on veut qu'ils pensent, qu'ils aient une analyse, les résultats doivent aussi de notre situation doivent être réels. Il nous manque, Comment sortir les données? Comment sortir les données d'une situation problème? C'est très... il nous manquait un peu de temps, là. Je voulais rajouter une chose, là, si vous me permettez. Oui, vas-y. Euh, J'aime pas qu'en science, qu'on a des trucs. Je vous explique. Par exemple, pour passer, mes notions de physique sont un peu loin, là. Pour passer le kilomètre-heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Ouais. D'où vient ce 3,6 là? Mhm, Moi, je veux qu'il soit expliqué aux élèves ou qu'ils le trouvent par eux-mêmes. Là, ça se peut, non, je pense que c'est divisé par 3,6. Donc, moi, je veux le faire, puis tu sais, je le fais vraiment kilomètre par heure. Je mets kilomètres en bas, des mètres en haut. mhm. Là, je leur montre, ça vient de là. Puis ça, ah, OK. Tu sais, moi, je veux ça. Je veux pas des trucs en sciences. Je veux qu'ils Exactement. sachent pourquoi ils font les choses. Il y a, Bon, très il y a un bien. super bon TikTok par Sylvain Duclos à ce Ah, je sujet. l'adore, je le vois toujours dernièrement, là. Wow! Oui, Dans la salle je 2, vais fouiller pour ça. oui, moi aussi d'ailleurs, parce que je ne connais pas. Oui, Euh, vraiment bon, là. Même l'ordre des opérations, il m'a fait douter cette semaine. ah bon, oh là là, bon, très bien. Oui. Maurice, merci d'avoir... oui, C'est juste comment tu écris Sylvain Duclos? Je vais Comment le tu mettre écris dans le Duclos? chat, ne t'inquiète Ok. pas. Ok, merci. donc dans la salle 2, quel est un petit résumé de votre discussion? Je peux y aller. Alors merci, Euh, Marika. donc, on était seulement trois. Je pense que l'aspect sciences et mathématiques a pris le dessus, mais c'était quand même intéressant. Je pense qu'on s'est penché beaucoup, qu'on trouve qu'en fait que nos élèves sont pas préparés quand on arrive au secondaire. Je pense les deux autres collègues avec qui j'étais relevaient, surtout qui travaillent plus en septième année, huitième année, que les élèves arrivent puis se questionnent pas trop sur justement sur les démarches, mais aussi dans leurs discussions puis dans leurs travaux. Dans le sens que même si c'est bien présenté, ils ne vont pas se questionner puis faire comme une checklist après leur travail. Ils ne vont pas se critiquer eux-mêmes quand c'est le temps de faire un travail. Puis je disais que même moi, en neuvième année, tu sais, il y a certains élèves, il faut vraiment accompagner qu'avant de remettre un travail, c'est comme la checklist à faire pour être sûr que j'ai bien respecté les consignes, etc. Mais la pensée critique en études sociales puis en langue est vraiment intéressante. Puis je pense que, tu sais, on a la place pour le faire. Ce qu'on disait, des fois, c'est juste les questions pour emmener plus loin. Il y a des élèves qui sont capables de le faire, mais il y en a d'autres qui ont tellement besoin d'accompagnement. Puis ils vont rester dans la description des choses au lieu d'aller euh, dans l'analyse ou dans la critique. S'ils ne le font pas dans des cours qu'on a des discussions, c'est là que je me dis en sciences puis en maths, c'est presque sûr qu'ils l'ont pas, dans le sens que c'est plus facile des fois de parler de sujets tu sais, ouverts comme ça, si on parle d'actualité ou une question d'opinion, par exemple. Mais s'ils ne font pas dans des cours, justement, que tu sais, c'est relié à ce que tu penses, toi, je me dis, c'est certain qu'ils ne le font pas en maths et en sciences. Parfait. Oui, l'autocritique, pas de questionnement, donc ça revient de façon, hein, c'est une constatation qu'on fait tous.
Donc, je vais continuer et je vais repartager, voilà, j'espère que ça ira bien cette fois-ci, ma présentation. Donc, en fait, il y a l'esprit critique, la pensée critique. Puis je vais faire donc un petit résumé de ce que j'ai lu. Et vous allez voir que peut-être ça va plus loin que, que ceux dont on fait comment dirais-je, l'expérience directement avec nos élèves. Donc, d'abord, il faut penser que la pensée critique, c'est une compétence. Donc, c'est la roue des compétences. Vous pouvez retrouver ça sur le site de RPDC. En passant, je voudrais dire, je vais le mettre tout à l'heure dans le chat, j'ai créé un dossier sur lequel vous allez retrouver un document où il y a tous les liens qui sont insérés dans la présentation, ainsi que des exemples de laboratoires dont on va parler aujourd'hui. Et puis aussi, donc, c'est une affiche comme celle-là. Où est-ce que vous pouvez la trouver? Vous allez avoir tout ça dans le dossier qui va vous être partagé. Je vais mettre le lien dans le chat. Ou Barbara, peut-être tu peux l'y mettre pour moi. Merci. Donc, quand on regarde la pensée critique au milieu de toutes les autres compétences, eh bien, en fait, elle est liée à beaucoup d'entre elles. Pour avoir une bonne pensée critique, il va falloir collaborer souvent sur les sujets. Bien sûr que ça va passer par la communication aussi. Bien sûr que la pensée critique fait appel à la gestion de l'information, que ce soit en sciences ou en études sociales. Il va y avoir une recherche d'information à un moment donné si on veut exercer la pensée critique. Bien sûr qu'elle a un lien avec la résolution de problèmes, et on en a parlé tout à l'heure dans notre petite salle de sciences. Mais aussi, la pensée critique, c'est mettre en relief, et ça se fait d'ailleurs dans certains domaines des sciences que l'on aborde dans nos curriculums, la citoyenneté culturelle et mondiale, donc avoir d'autres perspectives que la nôtre. Et puis, bon, elle peut être reliée, bien sûr, à la créativité et à l'innovation, parce qu'elle peut être la source de la créativité, de l'innovation. Donc, si je donne une petite définition glanée, une espèce de petit résumé glané ici et là, ben, en fait, c'est une façon de réfléchir à des problèmes ou à des situations dans le but de déterminer ce qu'il est raisonnable de croire ou de faire. Et puis, je pense que pour les enseignants d'études sociales, le raisonnable de croire, ça devrait appeler quelque chose chez vous. Et grâce à des critères préétablis et en prenant compte des perspectives multiples. Donc, je ne dis pas que la définition est exhaustive, vous en trouverez dans la littérature de toutes sortes, mais il y a des parties, je pense que les parties principales sont là. Et voilà. Et dites-moi pourquoi je ne peux pas. Bon. Donc, RPDC a une petite ressource sous forme de carte avec chacune des compétences qu'il faut mettre en œuvre donc, dans nos curriculums ici en Alberta. Je vous laisserai cliquer sur le lien. On va plutôt aller vers une ressource d'Alberta Éducation. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Alberta Éducation a ce genre de ressources pour toutes les compétences. Et ensuite, elle a ciblé chacune des compétences dans une matière, dans chacune des matières, et elle fait un développement de ça. Donc ici, nous avons la pensée critique de façon générale. Bon, la définition qui est donnée ici a des liens avec celle que j'ai donnée tout à l'heure, même si elle n'est pas exactement la même. Donc, on parle de raisonnement, de critères pour conceptualiser, évaluer ou synthétiser des idées, mais aussi l'évaluation du raisonnement pour l'améliorer, remettre en cause les suppositions derrière les pensées, les croyances ou les actions, et la valorisation, bien sûr, de l'honnêteté, de l'équité, de l'ouverture d'esprit. Alors, il y a différents aspects à cette pensée critique, et puis, en fait, on va en voir quelques-uns au fur et à mesure de la présentation. La remise en question et l'analyse des faits, des affirmations et des suppositions. Donc, remettre en question, vous avez parlé de ça, je pense, dans la petite salle de sciences tout à l'heure, hein, remettre en question les résultats que l'on trouve. Donc, un questionnement qui est tout le temps présent, en fait.
Bon, voilà, donc il y a différents aspects et il y a des exemples vis-à-vis de ça. Donc, ça peut aller aussi à synthétiser des pensées et de l'information pour découvrir ou approfondir des connaissances. C'est aussi un point que je vais détailler tout à l'heure. Donc, toujours selon Albert Haed, comme je vous ai dit tout à l'heure, chacune des compétences est un peu décrite. Décidément, mon téléphone. Chacune des compétences est décrite vis-à-vis du sujet. Et là, nous avons donc pensée critique en sciences. Donc, ça va. Il y a un écho avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser des critères pertinents pour évaluer la validité des données, des suppositions, des théories ou des déclarations scientifiques, raisonner, formuler des hypothèses, classer des données, tirer des conclusions, examiner les répercussions des suppositions, de l'incertitude lors de la vérification de l'interprétation des hypothèses, bon, et appliquer les connaissances avec objectivité, impartialité, etc. Donc, il y a des aspects, disons, avec le travail de tous les jours en salle de classe, mais aussi des choses qui dépassent un petit peu. Donc, je pense que vous l'avez dit aussi, c'est revenu dans les discussions, hein, la pensée critique dans la salle de classe, elle doit être à l'avant-scène. Je dis aux élèves quand ils arrivent, moi je les ai de la 9e à la 12e année, alors heureusement pas tous les cours, et de sciences qu'ils vont faire, et surtout pas la bio. Mais je leur dis bienvenue en 9e année, quand ils arrivent dans ma classe, voilà, pour les 4 prochaines années, je vais assouplir votre cerveau. Je vais vous déstabiliser. Je vais vous dire des choses qui ne sont pas vraies et le lendemain ou sur le moment même, on va régler cette situation de conflit. Donc, c'est quelque chose qui est, la pensée critique, ce n'est pas une activité que vous allez faire ici et là pour développer la pensée critique, elle doit être développée à tous les jours. Donc, elle est intégrée, voilà, à l'enseignement, hein. Il n'y a pas d'un côté le contenu et la pensée critique, c'est mêlé sans arrêt. Ça fait appel à des outils intellectuels qu'on doit enseigner. Alors, je vais y revenir tout de suite après. Et un autre point que j'ai trouvé très important et intéressant, c'est que il ne faut pas penser que la pensée critique fait appel seulement au HMS, c'est-à-dire aux habiletés mentales supérieures, mais dès le niveau vous allez voir, dans une ressource, on dit que hein, la taxonomie de Bloom, il y a des fois, on s'en passerait. Dès le niveau de mémorisation et de compréhension, la pensée critique doit être là. Et donc, elle est tout à fait adaptée, même pour des élèves qui sont en connaissance et employabilité. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est réservé aux meilleurs élèves. Donc, on disait faire appel à des outils intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressource? J'ai beaucoup utilisé quelque chose qui s'appelle The Critical Thinking Consortium, qui est en Colombie-Britannique. Alors, on peut utiliser la pensée critique pour évaluer ma source. Donc, j'ai regardé qui a fait ce consortium, qui participe, combien de fois c'est cité à travers tout le Canada, etc. Et donc, ils ont mis en relief 5 outils intellectuels. Déjà, pour avoir une pensée critique, il faut avoir des connaissances préalables. Donc, bien sûr, il va falloir aller, par exemple, hein, si c'est un projet, aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir réfléchir. Faire appel à des critères de jugement et de décision, ou de décision, ça dépend ce que c'est. Il y a un vocabulaire propre à la pensée critique. Je vais y revenir tout de suite après, assez rapidement, mais quand même un petit peu en détail. Il y a des concepts et des distinctions à faire pour exercer la pensée critique. Ensuite, bien sûr, ça fait appel à des stratégies de pensée. Hein. Donc, il y a des modèles ou des algorithmes, mais je veux dire biologiques, hein, dans notre cerveau, hein, qui sont utilisés en pensée critique. Et à la fin, quand on est vraiment rompu à ça, qu'on l'exerce sans arrêt, ça devient des habitudes de l'esprit. Donc, on va avoir une situation et tout de suite, on va faire appel à une certaine façon de prendre des décisions. Et ça peut être dans la vie courante aussi, hein. Je vais donner juste un petit exemple, je le donne souvent aux élèves, hein. On arrive chez nous le soir, inondation dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, il va falloir prendre des décisions selon des critères. Donc, est-ce que l'eau coule, on va fermer toute l'eau de la maison? Donc ça va prendre en compte des perspectives, hein. Si vous êtes tout seul à la maison, bon, ben c'est bon, vous pouvez fermer l'eau. Si vous avez des jeunes enfants qui veulent aller aux toilettes, non, hein. Peut-être que vous n'allez pas fermer l'eau dans toute la maison, mais seulement dans la partie dans laquelle il y a une inondation. Qu'est-ce qui est le plus important? Trouver tout de suite la fuite ou ramasser l'eau? Ben, ça va dépendre de la nature de votre sol, etc. Donc, on va tout le temps se poser des questions, suivre un algorithme de décision. Donc, dans les habitudes de l'esprit qui font appel, enfin, ou qui sont mis plutôt en valeur dans la pensée critique, il y a l'ouverture d'esprit, prendre en compte les perspectives multiples, l'introspection, le retour sur soi, hein, comment on réfléchit, l'impartialité, ça demande de la persévérance, et puis quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'indépendance d'esprit. Donc, il faut favoriser et promouvoir chez les élèves. Alors, pour le vocabulaire de la pensée critique, je pense que ça va faire un écho chez vous et vous pouvez m'arrêter, hein, et aussi faire des remarques. Je ne sais pas, vos élèves, moi je fais un petit peu de mise à niveau aussi comme Marika, mais moi je le fais en français. Et puis je me rends compte quand on lit des romans, par exemple, donc on lit ensemble, voilà, parce qu'ils sont un petit groupe et c'est mieux que de le faire dans la classe pour eux, eh bien ils ont du mal à faire la distinction entre une cause et un effet. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai d'autres collègues aussi à l'école qui remarquent la même chose. Qu'est-ce qu'une observation? Alors, en science, observation et inférence. OK, on mélange des composés chimiques pour démontrer ou avoir un petit peu d'expérience avec les réactions chimiques. Et puis la conclusion, leurs observations, ils écrivent, il y a eu une réaction. Mais non, c'est pas ce que tu as observé. Qu'est-ce que tu as observé? Ah, j'ai observé des bulles, un dégagement gazeux, ou la température a augmenté. Ah oui, ça, c'est une observation. L'inférence que tu vas faire après, c'est ah, il y a probablement eu une réaction chimique. Faire une différence aussi entre ce qui est mesuré et ce qui est calculé. Donc, on voit ça aussi dans les laboratoires. Pour ceux peut-être qui enseignent la bio, je ne connais pas, enfin, je connais un petit peu les programmes de bio, mais je ne les ai jamais enseignés, hein, la cause et la corrélation. Et ça, c'est quelque chose qui devrait avoir comme notion la différence entre une cause et une corrélation. Quand on voit hein, toutes les études, par exemple en médecine, donc, si on veut s'intéresser un petit peu à ça, comprendre la différence qu'il y a entre les deux, entre une prémisse et une conclusion. Hein, je suis un être humain, tous les êtres humains sont mortels. OK? Si les prémices sont vraies, l'argument est valide. Bon, la conclusion, hein, je suis mortel. Faire attention à ses biais et ses points de vue aussi. Donc, j'ai mis une petite ressource là de l'Université de Sherbrooke que j'ai bien aimée sur qu'est-ce que c'est un biais, hein, comment je peux falsifier ou pas falsifier ma pensée, mais l'amener vers quelque chose de faux en fait. Et puis, même si c'est du vocabulaire un petit peu qu'on trouve en psychologie, hein, une généralisation et une surgénéralisation. Donc, j'ai une expérience dans un certain domaine ou dans certaines conditions, et puis je vais généraliser à outrance. Bon, ensuite, donc, ça nous amène directement. Sylvie, Oh, oui, Sylvie, moi, oui, j'ai une question. oui, vas-y. Ben, je vais enlever ma main. Dans la pensée avant, là, tu sais, je parle beaucoup d'expérience avec mes élèves de 7e et de 8e, puis on Oui, voit la différence entre les élèves qui vivent des expériences et les élèves qui ne vivent pas d'expérience. Puis on parle de juste se promener en auto, ceux qui restent à la maison. Donc, ça amène un côté difficile sur, si on revient à, est-ce que vous pouvez revenir à la diapo juste avant? On parlait de celle-ci. cause, non, ben, peu importe. OK. Cause et corrélation. En médecine, on ne se pose même plus la question, on donne des médicaments. Tu sais, pour avoir été en soins infirmiers pendant quelques Mhm. années, on ne se pose plus la question. Tu sais, on fait un diagnostic infirmier, puis on met un plaster, comme on dit, on met un bandage, puis ça finit là. Tu sais. C'est que c'est dur pour les élèves d'avoir un point de vue
ou plus d'avoir des faits parce que tout est OK, je répare. C'est que la pensée critique, elle devient difficile pour nos élèves parce que je vais chez le médecin, OK, des pilules. On ne regarde pas, est-ce que tu as un déplacement de vertèbre, c'est pour ça que tu as mal à la tête? Non. On va te donner des Tylenol, puis OK, mais ton mal de tête va passer, il revient, mais prends des Tylenol, mais on ne regarde pas l'ensemble. Tu sais, le système de santé ne nous aide pas non plus. Tu sais, puis de l'autre côté, quand aussi on regarde la façon que ça fonctionne, si je veux peinturer mon mur, puis je prends une couleur que tout le monde achète, j'ai même plus besoin de calculer. J'achète 10 pots de peinture, je peinture ma maison, puis je ramène ceux qui n'ont pas utilisé, puis ils me les réachètent parce qu'ils savent qu'ils vont être capables de les revendre. Tu sais, c'est des choses où c'est qu'on arrive dans la vie de tous les jours que notre esprit critique, elle est difficile à créer parce que les situations de la vie ne sont pas là pour les créer. Oui, je comprends. Je comprends ta remarque. Et c'est vrai que je dirais presque, et puis vous avez des penseurs hein, aujourd'hui qui disent ça aussi, hein, c'est que quand, dans notre société, quand on a beaucoup de pensées critiques, eh bien finalement, on se sent seul, parfois, parce que ce n'est pas toujours encouragé. Effectivement. Donc, c'est à nous, et c'est là que, enfin, justement, ça va venir à la diapositive d'après dans la promotion de la pensée critique. L'école, elle est là pour faire vivre je pense, hein, des expériences aux élèves qui n'ont pas la chance de vivre à la maison. Comme je pense que l'école est là pour... je ne peux pas croire que moi, à Calgary, quand je regarde mes classes de 9e année l'an dernier, j'en avais 3, j'avais 90 élèves et je leur demande combien de fois sortez-vous de la ville par année? Et j'en avais 3 qui m'ont répondu une fois par mois et il y avait 2 skieurs là-dedans. Et puis, non, ben, beaucoup moins souvent que ça. Et je leur dis souvent, oui, intellectuellement, vous voulez préserver la biodiversité, mais vous n'en avez pas, malheureusement, hein, vous n'en avez pas l'expérience. Et je pense que tu as un très bon point. Oui, et l'école doit amener ça. L'école doit amener des expériences et l'école doit amener le fait de tout le temps se questionner. Je pense que l'école doit être un lieu de questionnement perpétuel et de remise en question. Et si cette remise en question n'existe pas à la maison, mais qu'elle existe à l'école, je pense que déjà, ça peut former les élèves. Et c'est pour ça que tout ce que vous allez mettre en place, et quelqu'un le disait tout à l'heure, hein, tout ce que vous allez mettre en place dans votre salle de classe, si pour vous, la pensée critique, c'est important, eh bien, il va falloir que vous rameniez avec vous vos collègues qui enseignent votre matière. Si vous êtes dans des écoles comme moi de 7 à 12, ben de 7 à 12. Donc, la collaboration entre enseignants est très importante si vous voulez amener un sujet comme ça et le faire vivre aux élèves. Il faut vraiment avoir une approche collaborative, avoir une vision, en fait, pour l'école et qu'est-ce qu'on va développer, quelles sont les compétences qu'on va développer de façon importante à l'école. Et si tout le monde s'y met, moi je suis ravie que Marika travaille avec moi et puis elle a les mêmes 9e années que moi, je pense, ou presque, en études sociales. Et maintenant que Marika va voir qu'est-ce qu'on fait en sciences, ça va nous donner peut-être justement plus d'occasions aussi. Donc c'est vrai, est-ce que le monde d'aujourd'hui nous pousse à être critiques? Bon, quand on voit, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux où vous réagissez, hein, c'est important de réagir. Il se passe quelque chose, comment ça que sur Twitter, telle personne n'a encore rien dit. On ne prend pas le temps d'analyser, de dire, OK, c'est la réaction, mais on le voit même, peut-être vous avez des exemples, hein. Moi, j'ai des exemples de ce qui s'est passé dans mon école l'an dernier où l'enfant écrit
à son parent, un texte son parent après une situation qui s'est passée à l'école, dans l'heure qui suit, le parent, sans même avoir demandé à la direction qu'est-ce qui s'est passé exactement, etc., hein, c'est directement incendie le directeur de l'école pour quelque chose pour lequel il n'était pas présent, donc il n'a entendu un seul point de vue, celui de son enfant, quand ça ne va pas directement jusqu'au président du conseil scolaire, hein, nous c'est arrivé quand même. Donc, tout le monde est dans le monde réaction, alors que la pensée critique, ça prend du temps, effectivement. Mais oui, tu as un très bon point, les expériences qui sont données aux élèves, oui, et qu'ils vivent. Donc, je pense que j'en étais là, oui. Donc, c'est ça. Il va falloir développer, comme je vous disais, oui. Est-ce que j'étais pas assez à travers ça, s'il te plaît, Barbara? Non? Ah, Non, je pense pas. Donc, développer une atmosphère propice à la pensée critique, c'est ça. Comme je vous disais, les élèves rentrent dans ma classe, je leur dis, si vous voulez ici un chapitre 1, 1.1, 1.2, 1.3, et voilà où on en est, ce ne sera pas ici. Moi, j'enseigne des concepts. Je dis parfois à certains de mes collègues, mais le curriculum est bâti en modules parce que c'est plus facile de le présenter comme ça. Mais sommes-nous obligés de suivre ça pour l'enseigner? Et de notre côté, les élèves sont rapidement perdus si vous osez un petit peu sauter et faire des liens entre les modules de sciences, hein. Donc, bon, mais c'est ce que je résume, si vous voulez, quand je dis, ben, on va assouplir votre cerveau, on va vous obliger à penser différemment. Donc, développer une atmosphère propice dans la classe, ça veut dire, et vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un, hein, il faut cultiver, enfin, avoir une culture des erreurs. Effectivement, faire des erreurs, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. Oser penser à voix haute, oser participer, etc. Être dans une atmosphère dans laquelle on se sent en sécurité, d'avancer des idées, de les faire questionner par les autres, etc. Et une atmosphère dans laquelle on se questionne tout le temps. Rien n'est, comme je dis aux élèves, hein, il y a au moins une fois par semaine, je vais vous dire quelque chose qui est faux. Hier, j'étais pas à l'école, mais avant-hier, j'ai dit quelque chose en physique 20 qui était faux. Et sur mes 14 élèves, il y en a un quand même qui a froncé les sourcils. Et puis, pourtant, je leur dis, hein, osez, si sur le moment, ça ne vous paraît pas logique, alors souvent les élèves me disent, ah non, mais je voulais y penser un peu plus quand même parce que j'étais pas sûre. Alors oui, c'est bien de ne pas avoir trop de confiance en soi, mais c'est bien d'en avoir aussi. Donc, si on se sent dans un environnement sécuritaire, donc tout à l'heure, quand je vais les voir cet après-midi, je vais leur dire, OK, je vous ai dit quelque chose de faux la dernière fois. Qu'est-ce que c'était? Et puis, on va essayer de réfléchir à pourquoi c'était faux. Bon, créer des occasions. Donc, ça veut dire que dans tout ce que nous allons faire comme activité ou que ce soit une évaluation, que ce soit une activité, un laboratoire, n'importe quoi, on va intégrer la pensée critique là-dedans. Donc, ça va aider à développer la capacité à réfléchir. Et puis, bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir fournir de la rétroaction à évaluer. Puis, je voudrais vous dire quelque chose aussi, c'est que j'ai été, pas impliquée, mais je suis un petit peu ce qui se fait avec le niveau de curriculum de sciences au primaire. Et puis, je pense qu'il va y avoir un changement fondamental dans les élèves qui vont nous arriver en septième année. Et je pense que ça va être très positif parce qu'ils vont être plus habitués, par exemple, à la démarche scientifique et à l'esprit critique dès les premières années. Et effectivement, hein, quelque part, quand je regarde le curriculum de maths et de sciences du primaire, et je n'ai regardé que cela, je trouve que les changements sont positifs. Et ça part d'une idée que, oui, effectivement, si on veut promouvoir la pensée critique, eh ben, ça peut se faire. D'ailleurs, vous verrez dans les ressources que j'ai mis, j'en ai mis une pour le primaire. Hein, ça peut se faire je ne vais pas dire dès le plus jeune âge, mais dès un certain âge, oui, même au primaire. OK. Donc, je vais vous amener sur le terrain des laboratoires. Je vais vous montrer un peu personnellement comment j'intègre la pensée critique dans la démarche scientifique et dans les laboratoires. Ensuite, je pense que j'aimerais avoir l'avis
parce que voilà ce que je pensais, c'est de faire une présentation dans 2 domaines, on va dire, et puis ensuite vous laisser le temps de pouvoir travailler sur soit des évaluations que vous avez ou des projets ou ci ou ça, et puis pouvoir intégrer ce dont on vient de parler dans des activités ou des évaluations que vous faites déjà. Alors j'aimerais avoir un petit peu, voyons, on va revenir ici, l'avis de nos personnes qui n'enseignent pas les sciences. Là, je vais parler de pensée critique et laboratoire, mais ensuite, laquelle de ces 3 domaines, lequel de ces 3 domaines voudriez-vous voir tout de suite après celui des laboratoires pour pouvoir travailler ensuite là-dessus ou en petit groupe donc, je parle, je ne sais pas, à Marika, à Megan, peut-être à Maurice, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Et oui, Je pense que la recherche d'informations peut être dans toutes les matières. Ça serait super intéressant. oui, Ouais. d'accord. Alors, ce n'est pas très développé, mais au moins, ça va vous donner des pistes. OK, donc je reviens au laboratoire, je ferai faire la recherche d'informations après, et ensuite, on va vous laisser du temps et pour discuter et pour travailler. Et puis, ce qui restera, ce ne sera pas très long non plus hein, sur les connaissances et les questions d'évaluation. Parfait. Donc, je reviens à ça. OK, alors, voilà. Bon, toutes les étapes de la démarche scientifique. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air chez moi. Donc, en ce qui concerne les questions, les hypothèses et les variables, pour commencer, ce n'est pas de la pensée critique, mais il faut commencer quelque part. Donc, je fais une expérience devant les élèves et ça m'arrive rarement. La façon avec laquelle j'enseigne les sciences, c'est il n'y a rien qui est, ou presque rien, ça dépend après dans les niveaux 10, 11, 12, mais il n'y a aucun concept qui n'est pas d'abord vu d'une façon pratique par les élèves. Donc, le laboratoire, c'est une façon pas d'illustrer, mais d'aborder le concept pour les élèves. Autrefois, quand j'ai commencé à enseigner, le laboratoire, c'était une série une marche à suivre. Les élèves savaient quoi faire, le faisaient, et puis souvent, c'était pour valider quelque chose que nous avions vu en classe, un concept dont on avait parlé. Aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est l'expérience dans le sens, oh, j'ai l'expérience pratique de ceci, de ce concept ou de celui-là. Et ensuite, nous réfléchissons ensemble. Donc, j'ai inversé un peu ma façon de faire. Donc, ici, on est en chimie. Le laboratoire de couleur de la flamme, vous pourrez aller voir je vais l'ouvrir tout à l'heure. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'avoir un petit fil de métal. On va le tremper dans des solutions. Le petit fil de métal, il a une boucle au bout. Et puis, quand vous allez tremper dans une solution d'un composé ionique, eh bien, il va y avoir un petit film de cette solution qui va se faire dans la boucle et on va le mettre dans une flamme. Et la flamme va prendre une couleur différente suivant le composé. OK. Donc, je fais l'expérience devant les élèves, mais je ne leur dis pas le but. Le but, oui, ils comprennent qu'on a différents composés et on regarde la couleur de la flamme. Donc, la seule chose qu'ils font, je fais l'expérience pour eux, ils consignent les résultats. Et ensuite, je leur demande dans le laboratoire, donc ça va fonctionner, oui. OK. Donc, voilà, ils ont un tableau. Ils doivent remplir ce tableau avec les résultats que nous avons eus. Donc, nous avons revu un petit peu les variables et ils les ont vus en 7e et 8e. Et c'est une façon pour moi de faire un peu une évaluation diagnostique aussi. Parmi toutes les expériences que j'ai faites, il y en avait une qui était l'expérience témoin. Il faut qu'ils la trouvent. Donc, voilà. Ensuite, il faut qu'ils répondent à des questions sur les variables. Et puis, il faut qu'ils trouvent la question à laquelle cette expérience répond, qu'ils écrivent une conclusion. Et puis, là où ça pourrait commencer à être un peu de la pensée critique, c'est comment sais-tu que la couleur de la flamme, elle est due seulement au métal qui est présent dans le composé ionique et pas à un autre paramètre. Donc, si on regarde la liste, ce sont tous des chlorures de quelque chose. Bon, ce n'est pas, c'est vrai,
je vais ressortir de ça. Ce n'est pas exactement de la pensée critique, mais ça commence déjà à leur permettre de réfléchir et aussi de voir parfois pour certains d'entre eux qu'un laboratoire, eh bien, ce n'est pas juste faire une procédure et puis vérifier hein, ce qu'on nous a dit dans le cours. Hop, je ne suis pas du tout là. Bon. Pour aller un peu plus loin ensuite, quand on arrive vers la fin du module de chimie et qu'on parle de vitesse de réaction, à ce moment-là, donc, je commence déjà à leur faire trouver, si vous voulez, la question, les rendre plus autonomes vis-à-vis de laboratoire. Donc, je leur impose la variable répondante, là, c'est mesurer une vitesse de réaction. Et puis, les élèves, en toute la classe, donc je leur donne les conditions. Donc, c'est un laboratoire qui est très classique, hein, c'est les comprimés d'alka-seltzer que l'on met dans l'eau. Et puis, combien de temps ça prend pour qu'ils se dissolvent, même si ce n'est pas une dissolution, puisque c'est un changement, c'est une réaction chimique. Donc, pour qu'ils disparaissent, disons. Donc, là aussi, on a toute une discussion. Est-ce que c'est physique, chimique? Bon. Donc, ils vont faire des hypothèses. Qu'est-ce qui peut accélérer la, la disparition du comprimé dans l'eau? Donc, ils font des hypothèses en grand groupe, en classe, ils discutent, j'écris leurs propositions au tableau, puis ensuite, quand on a tous discuté ensemble, donc vous voyez, ça, pensée critique, collaboration, hein, bien là, ils vont en petit groupe, ils vont choisir une variable manipulée, ils vont planifier leur expérience, donc, et puis ils vont la réaliser. Et ensuite, bon, évidemment, ils vont tirer des conclusions de ça, etc. Donc là, déjà, on commence à être un peu plus autonome. Et dans cette partie-là, eh ben, il va falloir faire des jugements. Est-ce que ça vaut la peine de voir l'influence de ce paramètre-là? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce paramètre-là a une influence? Pourquoi ça pourrait être une bonne variable manipulée, etc. Oui, oui, Mohamed? Oui, si vous permettez, je vais juste ajouter une petite chose. Tout Oui. d'abord, parce qu'en chimie, surtout les réactions chimiques, il y a des choses qui se passent à l'intérieur qu'on nous, on ne peut pas voir, c'est un peu abstrait. Mais ce que je fais avec mes élèves, c'est que, par exemple, je leur donne un autre exemple de la vraie vie et qui corrobore un petit peu avec la vitesse de réaction. Par exemple, je dis à mes élèves qu'une famille est partie pour voir un match de soccer dans un terrain où il y a 120 000 spectateurs qui sont en train de regarder. La Mhm. famille, il y a 10 personnes, il y a un enfant de 4 ans. On est concentré, l'enfant de 4 ans, s'il faut filer. Si par exemple les 10 de la famille veulent chercher cet enfant, ça va lui prendre beaucoup de temps. Mais si par exemple on regarde avec tout le voisinage, de notre voisinage, on a comme 100 personnes qui vont aller chercher dans le même volume, on va le trouver un peu plus rapidement que la famille. Si on recrute 10 000, c'est encore plus vite. Alors, à chaque fois qu'on augmente les personnes qui interagissent dans le même volume, si on augmente la concentration, alors la vitesse de la réaction va être un peu plus vite. Juste pour trouver quelque chose qu'ils peuvent comprendre dans la vraie vie et la transférer à une réaction chimique qui est tellement abstraite. C'est juste... Oui, c'est vrai. Et donc, tu utilises une analogie. Et ça pourrait être tu sais, tu pourrais donner, ça pourrait presque être une question, n'est-ce pas aussi? Là, tu le donnes pour illustrer, et c'est super. Et peut-être même, tu pourrais donner l'analogie, donc décrire l'analogie, hein, comme tu as dit, bon, la recherche de l'enfant, etc. Et leur dire ensuite, leur demander ensuite comment ils pourraient relier cette analogie à la vitesse de réaction. Donc, tu peux leur montrer, enfin, je trouve que c'est intéressant comme analogie et tu pourrais aussi, tu vois, comment dirais-je, un aspect de la pensée critique, ce serait justement, voilà, je vous donne cette situation, elle est analogue à quelque chose d'autre que vous avez vu dans le cours. Voilà. Trouvez à quoi ça vous fait penser. Ce serait super, ça aussi. C'est vraiment quand tu donnes des exemples dans la vraie vie que eux ils peuvent comprendre, c'est facile Oui. de faire l'analogie. Mhm.
Et c'est plus facile, ça devient très Oui, facile ça pour peut être une stratégie d'enseignement. Et en même temps, je vous le confirme que mes élèves, quand je leur parle par après d'un exercice, ils se rappellent deux terrains de soccer, pour faire cette analogie, pour résoudre un problème. Mhm. Oui, Alors, parce le qu'il nombre de fait personnes appel dans le même à volume des qui augmente, émotions. oui, exact. Et ils gardent ça en tête pour répondre à des exercices. Mhm. Oui, bonne idée. Ensuite, évidemment, on va évoluer. Alors là aussi, hein, vous pourriez vous entendre avec vos collègues de sciences des autres années, mais au fur et à mesure, évidemment, on va monter d'un cran, hein, on va rendre les choses un peu plus difficiles. Donc, un des aspects de la pensée critique, elle va être mise en œuvre si vous donnez une situation qui pose problème. Il n'y a pas une réponse facile oui, non. Il va y avoir un conflit quelque part. Il va y avoir un problème et c'est là que la pensée critique va pouvoir s'exercer. Donc, par exemple, ça peut être quand les résultats sont difficiles à analyser. Alors, je n'ai pas mis le lien vers le petit laboratoire de physique de Sciences 10, qui est, peut-être vous faites ça aussi, je ne sais pas. Donc, aligner les dominos, faire tomber le premier domino et puis avoir comme ça, enregistrer des données sur la vitesse du mouvement, donc hein, à quelle distance le domino tombe au bout d'un certain temps, etc. Donc, quand les élèves tracent avec ce genre d'expérience le graphique distance-temps, ça donne une belle droite. Mais quand ils calculent la vitesse par intervalle, bien là, ils peuvent avoir un graphique avec des points tout partout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, la question qu'on se pose, c'est, ah oui, mais si on change l'échelle de notre graphique, tout d'un coup, ah ben oui, les points sont presque alignés, hein, la vitesse a l'air d'être constante. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Quelle est mon incertitude sur mes valeurs? Donc, les faire réfléchir. Donc, l'analyse des données peut donner lieu à de la pensée critique. Alors, j'ai mis juste deux ressources là. L'évaluation partie importante d'un laboratoire, c'est un document que je donne aux élèves, c'est leur cahier de laboratoire en fait, c'est leur petite bible de la 10e à la 12e année, en tous les cas pour la physique. Donc, je vous le partage, si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, allez-y. J'aime bien aussi la ressource de la prof sur le calcul d'incertitude. Donc là, voilà, l'élève est mis face à un défi. Ah, mais quand je regarde mon graphique, j'ai des points, voilà, tout dispersés. Est-ce que je peux quand même en déduire une tendance? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Donc ça peut être toute une discussion qu'on peut donner. Dans l'analyse des données, vous pouvez avoir aussi, enfin, euh, quand les résultats sont très nombreux, comment je vais arriver à analyser ces données? Donc, c'est un laboratoire que je fais en physique 30. Puis juste pour vous montrer un petit peu, non, je n'avais pas ouvert. Donc, ils ont des simulations et j'impose les simulations. Donc sur PHT, et puis vous voyez, c'est des tableaux avec plein de valeurs, hein, des valeurs alors ce sont des chariots qui rentrent en collision ou des billes qui rentrent en collision. Donc vous pouvez faire varier leur masse, leur vitesse, et puis le petit f là pour vitesse finale, c'est la vitesse après la collision. Donc les billes rentrent en collision, elles repartent ou elles se suivent, tout dépend. Il y en a une qui reste immobile ou pas. Et donc ils font toutes ces simulations. Et dans la première partie, ils ont 22 essais, ce qui quand même, souvent, ils n'ont pas eu affaire à analyser autant de données. Et puis, peut-être quand on le regarde comme ça, ben, on voit juste des nombres et comment on va analyser ça? Donc, le fait d'aller rechercher, bon, est-ce qu'il y a des régularités? Est-ce que finalement, on a fait des essais similaires, mais il y a une seule variable qui change, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Alors ça, j'ai eu des élèves qui sont revenus après l'université ou pendant l'université en me disant, ça nous a tellement aidé pour analyser des données. Donc là aussi, il y a une situation qui est un petit peu difficile au début. Puis dans l'analyse, ben ça, vraiment, en fait, ce sont des essais où on a des données qui sont partielles, mais qui sont, si vous voulez, c'est le même phénomène qu'on va voir dans chaque série d'essais, mais bon, qui va se traduire différemment. Bon, donc vous pouvez intégrer la, la pensée critique comme ça.
Autre petite chose, quand on fait le laboratoire de conductivité de solutions aqueuses de composés ioniques et moléculaires, j'en profite pour intégrer les acides et les bases, mais sans leur avoir dit avant que ça existe. Donc, en fait, dans le laboratoire, ils ont une série de solutions aqueuses. On leur dit ce que c'est. Solution aqueuse, pour la plupart d'entre eux, sauf ici, on a une substance pure. J'ai mis juste les résultats qui posent problème. Donc, ils font des prédictions en fonction de la formule sur la nature du composé. S'il n'y a que des non-métaux, c'est moléculaire. S'il y a un métal, c'est ionique. Bon, ensuite, ils font le test de conductivité. Donc, à partir de ceci, ils ont une idée de ce que devrait donner le test. Mais bien sûr, les sciences veulent que l'expérience est reine. Donc, quel est le résultat de l'expérience? Oui, non. Bon. Et puis ensuite, juste en prenant en compte le résultat de l'expérience de conductivité, ils vont à nouveau donner la nature du composé, mais en fonction de ces résultats-là. Donc, si je prends par exemple les deux substances qui sont ici, dans la prédiction, ben, je regarde, c'est un composé moléculaire. Quand je fais le test de conductivité, ah oui, la solution est conductrice, donc je dois en déduire. Là, j'ai écrit le composé ionique parce qu'ils en sont là dans leur apprentissage, mais en fait, bon, ça veut dire qu'il y a des ions présents. Donc, ces deux résultats posent problème. Et ce que l'on fait ensuite, ben, c'est donc je leur demande quelle solution ne donne pas le résultat attendu, et puis que proposes-tu pour résoudre ce conflit? Et là, nous avons donc ils réfléchissent d'abord individuellement, puis après en petits groupes, et c'est très intéressant de voir leur réflexion. Donc, ah bon, ben, peut-être la solution a été contaminée ou un problème avec l'appareil de mesure. OK, donc on va réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour écarter ces raisons? Une fois que les raisons ont été écartées, on a fait d'autres tests. Bon, ils vont examiner, je les mets sur la voie d'examiner les conditions de mesure. Ah, c'est une solution aqueuse. Oh, peut-être que l'eau a un rôle. Bon, et donc avec ça, ils vont proposer une façon de résoudre le conflit. Et alors, bon, il y a des gens qui me disent, ah, mais la théorie est fausse, madame, voilà, bon. Ou alors, bon, alors donc, nous avons toute une discussion sur qu'est-ce qui se passe quand on a des résultats qui ne sont pas conformes à la théorie. Que font les scientifiques? Est-ce qu'ils jettent tout? Est-ce qu'ils modifient la théorie? Bon, et puis, on arrive toujours à des élèves qui vont dire, ben, en fait, bon, on n'avait pas toute l'histoire dans notre classification de la matière, il va falloir faire un nouveau groupe dans nos substances, dans nos composés moléculaires, un groupe spécial de substances. Quand on les met dans l'eau, ben, l'eau devient une solution conductrice. Et voilà. Et donc, au lieu que ce soit moi qui l'enseigne, que ce soit moi qui dise, ah ben, dans les composés moléculaires, il faut faire deux groupes, hein, les composés neutres et puis les acides, c'est eux qui arrivent à cette conclusion. Et ça ne prend pas tellement de temps. Mais en même temps, ils vont avoir l'occasion d'exercer la pensée critique. Alors, je vais aller à la recherche d'informations parce que je veux qu'on ait un peu de temps pour pouvoir travailler aussi avant de faire le reste. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Pensée critique et recherche d'informations. Donc, quand on leur donne des projets de recherche, par exemple en sciences, ou tout simplement bon, les études sociales, ça, c'est l'analyse même de l'information qu'on reçoit tous les jours. Donc, je pense que évaluer nos sources d'information, c'est un défi de société. Ah, maintenant j'ai oublié. C'est le réseau d'information pour la réussite en éducation dans du Québec, le RIR en question. Donc j'ai mis là un extrait de l'exercice de la pensée critique et je vous ai mis en référence dans le dossier donc, des ressources, dans la page des ressources, le texte en question. Et il est dit, il ne s'agit pas simplement de présenter nos sources, mais également et surtout de les repérer à la lumière d'un processus évaluatif fondé sur des critères visant à déterminer leur crédibilité, leur fiabilité et leur pertinence.
Et vous avez là aussi une autre petite ressource sur la lecture critique d'une source. Il y a un petit guide pour l'élève. Alors, je vous laisserai aller voir enfin, quand vous aurez du temps. Donc, on parle de métalittératie, et puis peut-être vous aurez à ajouter à ça. Je vous donne un contexte en sciences. Pendant quelques années, j'ai fait faire aux élèves un projet de recherche sur la biodiversité sur les pays de méga diversité. Donc, ils sont 19. Et puis, bon, aujourd'hui, je changerai un peu ça, mais donc ils devaient faire une recherche sur ces pays-là et ensuite il y avait un partage donc de tout ce qu'on trouvait dans ces 19 pays. Et il m'arrivait, quand je regardais les sources que les élèves avaient utilisées, donc de leur poser des questions sur la nature de la source. Est-ce que c'est une source fiable? Alors, un exemple, j'avais un élève qui s'était essentiellement basé sur des informations qu'il avait trouvées sur le site d'une agence de voyage. Et donc, c'était intéressant de lui poser les questions. Et j'ai mis ici une petite liste allez, une petite liste de questions à se poser vis-à-vis des sources. Donc, qui est l'auteur? Est-ce que c'est un expert? Où est parue l'information? Dans quel type de médias, etc. Quel est le message? Quel est le message que veut nous faire passer l'auteur? À qui s'adresse le message? Dans quel but l'information est publiée? Est-ce que l'information est vérifiable? Ma barre ici. Est-ce que l'information est plausible? Qui pourrait avoir une autre perspective sur le sujet? Est-ce que l'information écarte des perspectives ou des points de vue? Je m'arrête là. Donc, dans notre cas avec notre élève et son agence de voyage, donc, est-ce qu'une agence de voyage aurait une bonne raison de montrer des chiffres ou des nombres incroyables d'espèces différentes que l'on peut trouver dans le pays? Bon, etc. Il y a dans les articles que j'ai consultés de métalittératie, il y avait une question qui est venue me chercher parce qu'il y en a une qui disait quelles pensées ou émotions me viennent à propos du contenu. Il y a quelques années, pendant plusieurs années, j'ai montré aux élèves, quand on faisait le module de biodiversité en 9e année, un documentaire fait par Marie-Monique Robin qui s'appelle Le monde selon Monsanto. Alors aujourd'hui, on sait que Monsanto s'est désengagé de toutes ces activités de production d'organismes génétiquement modifiés, mais le documentaire a été fait avant ça. Et donc, dans le documentaire, il y a des perspectives multiples. Il y a des gens de Monsanto, il y a toute une recherche, des chercheurs d'université qui ont montré euh, comment dirais-je, qui ont cherché à évaluer sur la santé des animaux que l'on nourrit avec des OGM, donc quelles répercussions ça a, quelles répercussions il y a pour les agriculteurs, quels problèmes légaux il y a à avoir des semences que l'on doit payer, qu'on ne peut pas réutiliser l'année d'après, etc. Donc, le documentaire est vraiment complet. Mais à un moment donné, dans le documentaire, Marie-Monique Robin montre que Monsanto est à la base de la fabrication de l'agent orange qu'on a utilisé au Vietnam. Et puis, ça vient, je ne vais pas dire que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en fait, ce qu'elle veut montrer derrière ça, c'est que ce n'est pas une entreprise à qui on peut faire confiance. Et là, j'ai arrêté le documentaire, je l'ai arrêté plusieurs fois pour poser des questions aux élèves, etc. Mais je disais aux élèves, bon, ben, qu'est-ce que cette information vient faire là? Euh, quel sentiment ça évoque en vous? Est-ce que, donc, quand on arrivait à la conclusion qu'elle veut nous faire penser que c'est une entreprise qui n'est pas honnête, etc., je leur dis, mais qu'est-ce que c'est une entreprise? Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a raison de nous montrer ça? Est-ce qu'une entreprise, c'est finalement l'ensemble des gens qui y travaillent? Donc, est-ce que les gens qui ont travaillé dans les années 50 et les gens qui travaillent dans les années 90, c'est les mêmes? Probablement que non. Donc, est-ce que c'est un bon argument?
Donc voilà, c'était une façon d'insérer la pensée critique tout en regardant le documentaire. Il y avait comment dirais-je, occasions comme ça. Donc, le fait de recouper les sources aussi, hein, de recouper l'information avec d'autres sources, quels résultats ça donne. Donc, tout ça, ça nous aide à savoir si la source est fiable ou pas. Et donc, souvent, au lieu de faire un gros projet de recherche comme ça, je me rends compte maintenant que faire quelque chose de plus petit, mais qui mettrait en avant beaucoup plus la fiabilité la recherche de sources d'informations fiables, le fait de recouper les informations, ce serait une meilleure habitude à prendre pour les élèves. Parce que quand vous regardez, si vous regardez même l'actualité hein, en ce moment, nous sommes quand même soumis à une certaine dose de désinformation. Bien sûr que quand on est capable de parler ou lire plusieurs langues, eh bien, on peut avoir différents points de vue. Ça aide aussi à un peu mieux replacer la vérité, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, je pense que c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui de demander aux élèves de recouper les informations, d'essayer de les vérifier. Et tout ça, ça prend du temps. Et tout à l'heure, quand je disais les habitudes de l'esprit, il y a de la persévérance là-dedans. Eh bien, c'est exactement une des qualités qu'il va falloir avoir effectivement dans ce domaine-là. Avoir la patience d'aller chercher, de recouper l'information, de regarder euh, si elle est fiable, si elle est plausible. Et c'est ce temps qu'il faut prendre, il est à l'inverse de la réaction hein, que l'on peut avoir quand on écrit sur Twitter parce qu'il s'est passé quelque chose et voilà, on réagit à l'événement. Donc, je pense que si les élèves ont un peu l'habitude en classe de faire ça, je pense que ça leur apportera beaucoup. Alors, j'arrête de parler. Il est 10h30. On va vous laisser. Barbara, on avait dit qu'on termine à 11h30, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui. Donc, ben, on va vous laisser peut-être on va juste, je sais pas, ouvrir 3 salles. Et puis, mon idée à moi, ce serait que vous preniez soit quelque chose que vous faites déjà, soit un labo que vous faites déjà, ou je ne sais pas, que vous essayez d'appliquer ça dans des choses que vous faites déjà. Essayez de donner un aspect pensée critique à une activité ou euh, laboratoire, recherche que vous faites déjà pour, voilà, essayer d'intégrer la pensée critique là-dedans. Que vous ayez un peu de temps de travail, que vous ressortiez de cette session avec, oui, j'ai eu des idées, mais j'ai eu la chance de les mettre en place. Et je voudrais juste dire quelque chose aussi pour revenir sur ce que disait Mohamed et puis peut-être Jessica tout à l'heure. Euh, Quand vous avez une culture en salle de classe où tout est questionné sans arrêt, hein, ou c'est une habitude de dire, OK, je résous un exercice ou on le résout ensemble et à la fin, OK, est-ce que mon calcul est correct? Est-ce que j'ai bien pitonné sur ma calculatrice parce que je vais estimer mon résultat? OK, je fais le calcul, je fais une estimation rapide, oui, c'est ça. Est-ce que ça a du sens? Si vous faites ça à chaque fois, et je le fais en 9e année, je peux vous dire en 11e et 12e, j'ai plus besoin de faire ça. Je n'ai plus ce genre de soucis parce que les élèves sont formatés à ça, ils sont habitués à ça. Et donc, en équipe, vous savez, au sein de votre école, etc., c'est bien d'avoir cette discussion, comme c'est bien aussi d'avoir la discussion entre tous, de savoir à quel niveau on rentre la pensée critique entre 7 et 12 et dans quelle mesure. Pareil avec la démarche scientifique, pareil avec tout en fait. L'approche collaborative, le fait de collaborer ensemble, ça va vous sauver énormément de temps. Une autre petite remarque vite fait avant de partir dans les salles, les profs de sciences, n'oubliez pas aussi de parler avec les profs de maths. De telle sorte d'harmoniser. Moi, je dis non, moi, c'est fini, je ne fais plus de maths en sciences 10, donc il n'en est pas question. Donc, on s'est harmonisé avec mes collègues maintenant, pour que ah ben, les relations linéaires, etc., les calculs de pente, c'est fait avant que je ne fasse la physique. Euh,
Bon, physique, ça dépend quand c'est que vous le faites. Nous, on le fait en 12e année, donc c'est bon, ils ont leur maths de 20, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc il faut élargir nos horizons et penser que nous avons nos élèves, mais nous sommes toute une équipe avec ces élèves-là. Ouais. Mais j'aimerais juste ajouter une petite chose concernant la collaboration entre profs de sciences et profs de maths. Normalement, oui, c'est vrai, on doit parler à nos collègues de maths pour voir est-ce que le concept a été enseigné en maths. Deuxième chose, les profs de maths, toujours les variables, c'est X, Y, Z. En arrivant en physique, c'était V, température. Alors moi, je parle à mes collègues, au lieu de rester toujours X, Y, Z, vous pouvez changer la variable. Comme ça, l'élève, il va savoir que la variable, c'est quelque chose qui n'est pas encore trouvé. C'est pas X. C'est pas X Mhm. la variable. C'est pas donc parfois mettre T comme variable, parfois mettre V comme variable. Et comme ça, il va y avoir cette. Parce que l'élève, il sort de maths, il arrive en physique, tu lui dis VT, c'est comme tu lui parles du chinois ou quelque chose comme ça, très bizarre. Mhm. Oui, et oui, ça fait partie de l'assouplissement. Tu viens d'exprimer l'assouplissement dont je parlais tout à l'heure. Bon, OK. donc Je- voilà. les salles sont attribuées. Donc, aussitôt que je pèse sur le bouton, vous êtes libre à discuter entre vous pendant 25 minutes. Puis Sylvie et moi, on peut se promener aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça. C'est beau? C'est parti. Qu'est-ce qu'il est ressorti un petit peu je sais qu'il nous reste demi-heure, on va donner un petit 5 minutes pour voir qu'est-ce qu'il est ressorti de vos discussions, de ce que vous avez fait. Et ensuite, donc, je vais aborder le point de vue, l'évaluation, parce que je pense que, ou du questionnement en général. Euh, donc, qui veut... Oui, juste, oui, nous, on avait discuté l'importance des laboratoires, des projets, comme par exemple avec mon collègue, on avait déjà discuté il y a comme 2 mois à Calgary quand on s'est rencontrés. Alors, les projets pour les élèves, quand par exemple tu donnes un projet, ils vont faire des tests pour leur projet. Après chaque test, ils doivent voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur projet et analyser comment ils peuvent améliorer. Comme par Mhm, exemple, il y a un projet de voiturette et nous, on avait mis comme défi que la voiture doit aller le plus droit possible, ne doit pas sortir de la piste et faire franchir par exemple 2 mètres de distance. Alors, si la voiture quitte la piste avant les 2 mètres, alors tu dois te questionner pourquoi elle a quitté la piste pour la réparer. Alors, tu mets le problème, qu'est-ce que je pense comme problème, quelle est la réparation que j'ai apportée, est-ce que la réparation que j'ai apportée, est-ce qu'elle a donné fruit? S'il a donné fruit, bon, s'il n'a pas donné fruit, alors une autre réparation, et comme ça, tu amènes à toujours réfléchir sur, ce qu'il, mhm. sur les réparations, bien les solutions qu'il apporte avant qu'il touche. Et en Oui, même temps, on avait dit que malheureusement, moi, quand j'ai enseigné au Québec, au Cégep, j'ai réalisé que les élèves parce qu'ils font la 11e année, ils viennent au Cégep la 12e année, la première année universitaire. Euh, au secondaire, les sciences, il y a la partie théorique, il y a la partie pratique qui sont notées séparément. Et les élèves, ils ont des périodes de laboratoire. Ce n'est pas ce que l'enseignant décide ou ne décide pas. Et tu vois la différence entre les élèves qui ont fait beaucoup de laboratoires versus ici en Alberta, que les laboratoires ne sont pas comme obligatoires, ne sont pas comme une chose séparée. Là, on voit la grande différence. oui, je ne sais pas si... Enfin, nous sommes libres d'insérer Oui. autant de laboratoires ou d'expériences que nous voulons. Donc, dans ma salle de classe, on manipule beaucoup, Beaucoup. comme je l'ai dit, oui, c'est ça. Ouais. Donc, les élèves arrivent parfois avec un peu de peur ou quoi que ce soit, enfin, surtout après le Covid, hein, après avoir passé 7e et 8e année à la maison, quand ils sont arrivés en 9e année, oups, bon, voilà. Mais je vais montrer un exemple tout à l'heure. Oui. C'est ça, ce n'est pas obligé d'être séparé, mais en revanche, Oui, non. dans notre, enfin, dans la salle dans laquelle j'étais, on a parlé justement de ça, d'avoir
du temps pour certaines activités, mais vraiment de prendre le temps, au lieu de le faire à la va-vite, de prendre le temps de le faire à fond. Et donc, par exemple, oui, d'avoir... mais ce que tu disais, puis après, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais le projet dont tu parlais, c'est un projet de design. Puis ça, on pourrait dire aussi en sciences que ça manque. N'est-ce pas? On fait des laboratoires, bon, voilà, oui, ils ont des variables ou quoi que ce soit. On fait aussi des fois des choses d'exploration, mais c'est bien d'incorporer du design aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Non, pas de... Bon, on parlait dans notre groupe que le vocabulaire était un, un obstacle à l'esprit critique. Tu sais, on comparait comme ici en ce moment, le curriculum, les examens sont montés pour le Canada, puis on peut recevoir 10 élèves d'immigration africaine, puis qui n'ont pas de... Tu sais, ils arrivent au mois de mai, puis on leur pose une question sur la neige du mois de décembre, puis ils ne l'ont jamais vu, ou du Chinook. Donc, Mhm. c'est difficile d'amener l'élève, puis aussi, on est évalué par rapport à des notes. Donc, on est à des résultats à la fin de l'année et non un développement de l'élève. Donc, c'est plus difficile de bâtir nos plans. On va le voir avec les évaluations, mais je regarde 7, 8, 9. On n'a pas, 9, il y a l'examen du ministère, mais en 7, 8, c'est le consortium. On n'a pas d'examen pratique pour l'examen du consortium. C'est qu'on essaie de développer nos questions vers, mais c'est jamais, tu ne veux pas non plus copier l'examen. Mais en 9e, en 10e, en 11e, tu peux utiliser les examens des années d'avant. Donc, ça l'aide beaucoup aux élèves à se préparer pour les examens. Et donc, tu peux avoir un petit peu plus de flexibilité dans certaines choses. Là, mais le vocabulaire qu'est-ce qu'on disait, était vraiment un problème d'esprit critique, là. Surtout en immersion ou si on parlait de mots en études sociales sur les échanges, le troc et tout, c'est difficile. Oui, je disais dans l'autre groupe que j'ai enseigné, enfin enseigné, oui, j'ai remplacé pendant plusieurs mois au lycée français qu'il y avait à Calgary. Puis je disais, rétrospectivement, quand je suis allée après au Franco-Sud, j'étais étonnée que ces élèves aient si bien performé. Bon, c'est vrai que certains, il y avait leur milieu d'origine qui contribuait, mais ils faisaient quand même deux programmes et deux programmes dans l'année, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte après, et surtout avec la nouvelle vague d'élèves que nous avons, tout au moins au Franco-Sud, c'est-à-dire, je pense que la classe de ma fille qui va avoir 20 ans l'année prochaine était la dernière classe de maternelle où 90% des enfants étaient francophones. OK? Et ensuite, on a des collègues de ces écoles-là qui ont dit, oh, waouh, bienvenue en immersion maintenant parce qu'en maternelle, ils arrivent, ils ne parlent pas un mot de français. OK. Donc, pourquoi ces élèves du lycée français avaient tant de facilité, disons? Eh bien, parce qu'ils maîtrisaient la langue. Et la maîtrise de la langue, c'est important, même en sciences ou en maths ou en quoi que ce soit, mais même en sciences aussi, oui. Donc oui, effectivement, le vocabulaire peut être avec nos arrivées. Ah, mais moi, on ne l'appelait pas comme ça dans mon pays. Oui, OK. Bon, et voilà, oui, il faut faire des ajustements, c'est vrai. Euh, En ce qui concerne les examens, je sais que je vais dire des choses et vous allez me dire, ah ben oui, mais pourtant, nos directions d'école, elles nous disent, eh ben non, non. OK, il faut que les élèves réussissent aux examens. Euh, je pense qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de ça et se dire qu'est-ce qu'on représente dans la vie de l'élève et avoir une vision de ce que l'on fait qui dépasse tout ça. Donc, l'examen de la fin de l'année, oui, il est là, mais alors ça ne me perturbe pas du tout. Je pense que nous avons d'autres objectifs. L'examen est là, mais mon objectif, c'est pas l'examen. Enfin, j'arrive à me détacher complètement de ça. J'étais pas comme ça au début évidemment de ma carrière. Ok, on va juste essayer de terminer.
euh, voilà, je vais retourner à ça. Donc, on vous a donné l'accès à un dossier qui s'appelle Pensée critique. Vous allez pouvoir retrouver les liens, etc. Alors, je vais remonter un peu dans ma présentation avec les questions d'évaluation et autres, c'est-à-dire essentiellement, je peux l'enlever. Ça. Euh, donc, comment élaborer des questions qui font appel à la pensée critique? Donc, ça va être des questions qui n'ont pas de réponse simple. Et la question doit poser un problème ou un défi. OK, alors, je ne peux pas... Ouais, ok. Donc, quelques stratégies. OK, de façon générale. On peut demander qu'est-ce qu'il y a le plus grand impact. Mettons, je regarde là, ça c'était la première question ici, c'était une question qui était dans le Critical Thinking Consortium. Au lieu de demander directement qu'utiliser les Inuits pour confectionner je ne sais pas quoi, eh bien, demander quel animal entre le caribou et le phoque a le plus grand impact sur la vie traditionnelle des Inuits. Donc là, il va falloir intégrer un jugement, il va falloir faire un jugement. Donc, c'est de la pensée critique. Je demande à mes 9e années, parfois dans des évaluations, ben, quelles connaissances ou habiletés vous avez acquis cette année ou dans ce module ou dans cette partie qui ont le plus d'utilité dans la vie quotidienne. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est justifier. En fait, je passe mon temps à justifier ce que je fais, mais justifier auprès des élèves. Pourquoi pensez-vous que la corrosion, c'est dans votre programme? OK, donc on en discute, on fait un peu de recherche, etc. Donc ça aussi, ça fait appel à la pensée critique. Identifier des aspects positifs et négatifs. Alors si possible, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, essayez d'être authentique dans nos questions. Hein. Nous avons à Calgary ou peut-être en Alberta, je ne sais pas, mais Calgary, ça c'est sûr, une entreprise de construction de maisons qui installe des panneaux solaires d'emblée, hein, vous ne demande pas votre avis sur toutes les nouvelles maisons qu'elle construit. Donc, on peut demander aux élèves d'identifier les conséquences positives et négatives. Alors, c'est peut-être pour l'environnement, ça peut être de façon générale, de cette décision. Comparer, chercher des ressemblances et des différences, ça fait aussi appel à de la pensée critique. Donc, on peut commencer à un bas niveau. Hein. Ça peut être Science 10, la question dans laquelle vous demandez de comparer cellules végétales et animales. Mais ensuite, ça peut aller plus loin. Donc, en fait, si j'avais à refaire mon projet sur les pays de mégadiversité dans le module de biodiversité en Sciences 9, ben, je demanderais par exemple bon, chacun a fait sa recherche peut-être, et puis de se mettre tous ensemble. Il y a toujours l'idée de collaboration derrière ça. Et quelle ressemblance y a-t-il entre tous les pays de mégadiversité? Noter, classer par ordre. Hein, par exemple, on pourrait demander quelles sont les 3 inventions qui ont le plus contribué à l'exploration spatiale. Donc, transformer une question de citer, je sais pas, 3 inventions, c'est d'aller chercher un jugement derrière ça. Oui, ok. Est-ce que je suis pas au bon endroit? Voilà. Ok. Pour des tâches ou des questionnements, il y a encore d'autres stratégies. Ça peut être de poser une question d'évaluation, justement. Hein. Est-ce que le schéma représente correctement, je ne sais pas quel concept. En Science 10, on peut donner des images de feuilles au microscope et puis bon, on voit des stomates en plus ou moins grand nombre et demander à l'élève, ben, parmi tout ça, lequel appartient à une plante qui flotte sur l'eau. Donc, il va falloir réfléchir à est-ce que ma plante, elle va avoir besoin de stomates sous la feuille, plutôt dessus, etc. Est-ce que je vais voir une grosse cuticule ou pas? Bon, on peut aussi demander de porter un jugement, de juger hein, quel graphique représente le mieux les données de cette expérience, ou de modifier. Par exemple, quelle modification ferais-tu à ce diagramme pour qu'il représente mieux ce concept, ou quelle modification on pourrait apporter à la marche à suivre dans un laboratoire pour que l'expérience soit valide. Il manque peut-être quelque chose. Ou expliquer comment tu pourrais expliquer les résultats obtenus au cours de cette expérience. Donc, ça fait réfléchir aux sources d'erreur. Euh, on peut aussi poser des questions sur la planification ou la création. Hein. Construire un système qui permet de réaliser un peu comme la voiture dont parlait Mohamed tout à l'heure, ou planifier une expérience qui répond à telle question.
Euh, donc, on parlait dans le groupe que j'ai visité tout à l'heure des questions à choix multiples de l'examen. Et je disais que je justifie auprès des élèves que ce sont des questions à choix multiples et que moi, je ne les utilise pas dans mes évaluations sommatives. Donc, par exemple, vous pouvez modifier certaines questions, et maintenant on voit ce type de questions dans les examens de diplôme, des questions avec des réponses multiples. Alors, je vous donne juste un petit aperçu rapide. Voilà, on va donner une liste de substances aux élèves. Donc, le but, c'est de leur faire écrire une équation chimique équilibrée et de leur faire identifier une réaction chimique. Donc, identifier de quelle réaction il s'agit. Au lieu de leur donner une équation et de leur donner une série d'équations et de leur dire, bon, identifie le choix multiple classique, ce serait identifie parmi les 4 réactions qui est une réaction de remplacement simple. Bien là, on va pouvoir évaluer plusieurs résultats d'apprentissage, écrire l'équation chimique équilibrée et identifier la réaction, mais en laissant des choix aux élèves. Et ça vient briser leur habitude de la réponse unique. Et ça peut comme ça aider à développer justement le fait aussi que dans la résolution de problèmes, il peut y avoir différentes façons d'arriver au résultat. Donc, je vais revenir là-dessus, mais juste pour en finir avec cet exemple, donc ils ont une série de substances et puis ils vont, donc la question c'est quelles sont 2 substances que tu pourrais faire réagir ensemble pour faire une réaction de remplacement simple dans l'eau. Bon, OK. Et ensuite, écris l'équation chimique équilibrée en incluant l'état, etc. Donc, pareil pour plusieurs autres réactions. Oui, Mohamed, je t'écoute. Oui, juste pour ajouter une petite chose là-dessus. Même si, par exemple, tu gardes les questions à choix multiples, tu mets la question à choix multiples, tu ajoutes une petite, comme un petit B, justifie ta réponse, tu donnes un petit peu de points sur la justification. Il a fait un choix, il doit justifier pourquoi il a fait un tel choix. Juste pour garder comme un mélange entre ce qu'il va trouver dans un examen de diplôme et en même temps, il doit se justifier pourquoi il a fait un tel choix. Dans certaines questions, bien évidemment. Mais dans d'autres, comme vous l'avez dit, de préférence, leur donner l'occasion d'apporter une vision critique sur la réponse. Oui, mais je pense qu'il faut, personnellement, hein, je pense il ne faut pas avoir peur qu'ils ne ratent des questions à choix multiples parce qu'ils n'y sont pas habitués. Je pense que c'est l'inverse et je vous assure, c'est ce que j'ai vu justement quand j'étais au lycée français. S'ils sont habitués à ne pas avoir des choix de réponse, qu'ils doivent trouver la réponse eux-mêmes, alors bien sûr, hein, là on parle pour les sciences et les maths, bien sûr qu'ils n'auront aucun souci à faire un choix multiple. Donc, c'est sûr que c'est déjà une bonne démarche de leur demander de justifier, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Il ne faut pas penser que le gouvernement, il faut vraiment comprendre pourquoi le gouvernement donne des examens avec des questions à choix multiples. Et ça ne doit pas influencer notre façon d'évaluer. Nous, notre façon d'évaluer, elle doit être la plus juste possible, euh, la meilleure possible pour la matière que l'on enseigne. Je ne pense pas qu'il faille, c'est peut-être moins vrai, c'est vrai avec la discussion qu'on a eue, Marika, sur les études sociales, mais pour nous en sciences, il est évident que quelqu'un qui possède la langue, ça c'est vrai, le vocabulaire, et qui a l'habitude de réfléchir parce qu'il n'a jamais de choix multiples, il va réussir le choix multiple. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur qu'il ne soit pas prêt. Je n'ai jamais eu un parent qui est venu me dire, et pourtant ça fait longtemps hein, que j'enseigne de cette façon-là, je n'ai jamais eu un parent qui est venu me dire que, bon, mais pourquoi, voilà, pourquoi je ne donnais pas des choix multiples, que les élèves n'allaient pas être préparés. Bon, juste pour continuer parce que le temps passe, mais merci de ton intervention. Tu as raison, c'est déjà une façon de pouvoir amener un peu plus de pensée et de réflexion et de s'assurer qu'il y a eu cette pensée et cette réflexion dans les réponses. Donc, là, ça dépasse un peu, enfin, ça va un petit peu en dehors de la pensée critique, mais
nos évaluations peuvent prendre plein de formes. Donc, une de mes parties d'évaluation sommative pour en chimie 30, les acides et les bases, c'est de faire titrer individuellement aux élèves une solution. Alors, j'en ai plusieurs, hein, évidemment, puisqu'on a plusieurs élèves. Une solution inconnue. Quand je dis inconnue, on ne sait même pas si c'est un acide ou une base. Ils ont le matériel du labo, ils ont des solutions titrantes, des acides et des bases, fortes, faibles, plusieurs concentrations. Donc, ils ont toute une panoplie à leur disposition, tout le matériel du laboratoire. Voilà, tu as 70 minutes pour faire le titrage de cette solution. Donc, c'est une tâche authentique, hein, parce que c'est le travail d'un technicien de laboratoire. Et donc, ils doivent penser à faire des tests préliminaires, déjà, hein, pour savoir si c'est un acide, une base, faire des petits tests pour savoir quel est le pH à peu près, pour pouvoir estimer la concentration, et puis après choisir la solution titrante la plus appropriée pour ne pas avoir un volume trop petit ou trop grand. Voilà, un volume équivalent trop petit ou trop grand, et puis ils font le titrage et ils effectuent le calcul. Et j'ai fait ça 2 années. Et l'an dernier, quand j'ai fait ça, j'avais quoi, 12 élèves, je pense. Euh, j'étais, j'étais tellement contente de les voir prendre des décisions, ne pas avoir peur. Et ça, ce n'est pas l'effort d'une année, c'est l'effort des 4 années précédentes où ils m'ont eu plus ou moins tous les ans, au moins un cours, hein, par semestre. Le fait comme j'ai dit, de les assouplir, je pense. OK. Je suis en dehors de la présentation. Donc ça, nous l'avons déjà vu. Je ne vais pas passer plus de temps peut-être là-dessus, mais faites-vous confiance. Si l'enseignement est de bonne qualité en salle de classe, ils vont réussir les choix multiples. Mais encore une fois, je parle des sciences. OK, alors, le pensée critique et connaissance, pardon. Juste un petit volet là-dessus. Ben oui, quand on en est, même si j'ai pris une partie hein, du diagramme fait par Alberta Éducation, synthétiser des pensées de l'information pour découvrir ou approfondir des connaissances, ben ça peut faire appel à la pensée critique. Donc, je dis toujours aux élèves, apprendre, c'est traiter l'information d'une autre manière. Et une façon, moi, que j'aime bien, et beaucoup d'élèves semblent s'y habituer, on va dire, c'est de faire des réseaux conceptuels ou des croquis-notes. Alors, je donne juste un petit exemple. Comment réorganiser l'information? On est encore en sciences 9 et encore en chimie. Mon organisation du cours, bon, ben, on va parler des différents types d'éléments, du tableau périodique, des propriétés de ces éléments. Bon, pour chaque type de composé, on va suivre un peu le même schéma, les éléments présents, la nomenclature, donc passer de la formule chimique au nom, l'écriture chimique, l'écriture des formules chimiques, c'est-à-dire passer du nom à la formule, les propriétés. On a fait des réseaux conceptuels avec ça. Alors, est-ce que je donne des notes? Est-ce que je fais des présentations? Les présentations, j'en fais presque plus. C'est les activités de laboratoire, les expériences qui font ma présentation, disons, un petit peu, mais à un moment donné, oui, il faut mettre un peu de l'ordre dans tout ce qu'on a appris. Voilà, mais ensuite, donc, on résume tout ça. Donc, les élèves, ils ont ça sous quel format? Ben, sur un site, un Google Site, ceux qui le veulent sous la forme de papier, ils l'ont en papier. Comme je leur dis, c'est le papier qui sait quelque chose, mais toi, tu dois savoir aussi. Et puis ensuite, on reprend tout ça et ils essaient de faire un réseau conceptuel et on en donne quelques exemples. On partage les exemples de réseaux conceptuels qu'ils ont fait. On les critique un petit peu tous ensemble. Donc voilà, ça nous amène à réfléchir là-dessus. Et ensuite, je leur donne un autre mot-clé, quelque chose qui revient, mais de réorganiser l'information selon ce mot-clé-là. Alors, il n'y aura peut-être pas tout, mais ça les oblige à voir les choses d'une autre façon. Donc là, par exemple, cette année, je leur ai dit, OK, voilà, bon, on a terminé la chimie. Bon, ben, on va prendre plusieurs mots-clés. Un de ces mots-clés, c'est formules chimiques. Voyons, réorganiser l'information que vous avez apprise en partant de la formule chimique. Donc, bon, alors là, il faut trier l'information. Bon, ben, je pourrais par exemple dire, ah, ben, il y a des formules où il y a un seul symbole, et puis là, je vais parler des éléments monoatomiques, diatomiques en sciences 9. Les formules avec plusieurs symboles, mais bon, donc des composés ioniques, des composés moléculaires, et voilà. Puis à partir de là, oh ben, il y a un lien quand même entre les formules et les noms, donc je pourrais rajouter
à mon réseau conceptuel autour de tout ça des éléments de nomenclature. Donc voilà, ça les a obligés à penser, ça les a obligés à réorganiser, et même ça, c'est de la pensée critique. Faire des liens, on en a parlé tout à l'heure, hein, faire des liens, c'est difficile. Donc là, dans mon cours de physique 20, par exemple, je disais aux élèves, bon, c'est vrai, on a vu des aspects de cinématique, de dynamique, donc la nature du mouvement, comment je peux décrire le mouvement, la dynamique, les raisons du mouvement. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie, avec tout ça. Ensuite, si je suis le curriculum, il voit le mouvement circulaire uniforme et puis on arrive au mouvement harmonique simple. Ben, je leur donne comme question, comme sujet, là, pendant demi-heure, on va discuter de ça, un petit groupe et puis après un grand groupe. Ben, comment vous analyseriez le mouvement d'un pendule en faisant appel à tout ça? Et c'est souvent la partie mouvement circulaire uniforme qui leur pose le plus de raisons de penser. Pour faire des liens, on peut aussi, puisque bon, dans nos curriculums de sciences, quand ils sont bâtis avec les différents modules, par exemple pour Sciences 9, quand on est en révision ensuite, elle n'a pas obligé, la révision, c'est vrai, je fais des révisions avec des examens ou des field tests d'Alberta Ed, etc. C'est vrai qu'ils voient quand même au moins une fois à quoi ressemblent les questions des examens. Mais on peut aussi intégrer, pour aller un peu plus loin, des questions comme quel lien pouvez-vous faire entre biodiversité et chimie de l'environnement? OK, bon, ça peut être assez évident comme lien, mais pas toujours. Quel lien pouvez-vous faire entre chimie, électricité et exploration spatiale, par exemple? Donc, ça les oblige parce qu'ils ont, enfin, souvent, les élèves ont une vision très compartimentée, hein. Vous voyez, c'est difficile de passer des habiletés de mathématiques en physique. OK, alors la linéarisation de courbes pour ceux qui enseignent physique 20, bon, par exemple, c'est un exemple. Donc, je ne peux pas le dire autrement, je le dis tout le temps comme ça, hein, assouplir notre façon de penser. Ce n'est pas parce qu'on vous le présente de façon compartimentée qu'il n'y a pas de lien. Bon, bien, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Hop, alors je vais vous laisser la parole pour les dernières minutes de peut-être euh, les deux dernières questions seraient peut-être les plus importantes. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de plus à ce sujet? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez mettre en place cette année? Est-ce que quelqu'un veut partager? Ou peut-être une impression générale? Est-ce que vous avez trouvé un peu ce que vous étiez venu chercher? Pour moi, oui. Je vais mettre les étapes de la pensée critique dans ma classe. Je pense que c'est une chose que j'avais déjà pensé auparavant, mais que je n'ai pas fait. Donc, déjà là, si les élèves voient la démarche de la pensée critique, là, comment aller puis faire la différence entre une cause et les effets. Euh, et par la suite, peut-être mettre quelques exemples de la vie de tous les jours pour qu'ils puissent réaliser que c'est important pour eux. Surtout en 7e, 8e, là, je pense que mon but est un peu de les préparer pour la 10, 11, 12, d'avoir un meilleur esprit critique, donc de les préparer pour justement là. Donc, peut-être, comme on disait aussi tantôt, voir dans mon curriculum qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce que je peux me concentrer, puis améliorer les questions sur une pensée critique. Merci. Merci, François. Ouais, moi aussi, ça va dans ce sens-là. Je pense que je vais mettre les mots davantage quand on va avoir des discussions, les mots au niveau de la pensée critique, comment formuler, puis comment même des questions pour qu'eux-mêmes se questionnent quand ils donnent un argument. Oui. Quand tu disais de faire des liens, je le fais déjà. Je ne suis pas mes modules, mais Mhm. mes chapitres en ordre parce que je trouve qu'il y a des liens à faire entre certains chapitres. Fait que ça, je le fais déjà. Mais j'aurais le goût, selon le deuxième semestre, comment les cours s'alignent, de peut-être faire une collaboration avec les profs de français ou même en anglais. Ça ne me dérange pas la langue, en fait. C'est juste de les amener à réfléchir sur certains thèmes qu'on apporte en études sociales.
pour qu'ils le fassent par eux-mêmes. Puis sinon, je vais peut-être demander un développement professionnel avec toi. Je trouve ça très intéressant de voir aller comme justement surtout pour ce qui est des maths, là, quand je fais le soutien, juste de voir le genre de démarche qui emmène la pensée critique, je trouve que ça serait super intéressant. Et puis moi, Marika, j'aimerais bien qu'on s'assoie et qu'on Ouais. regarde dans le curriculum de 9e année que je ne connais pas bien, enfin je l'ai lu il y a tellement longtemps, en études sociales, parce que nous avons tu sais, quand on parle de biodiversité ou quand on parle de chimie de l'environnement, bon, c'est vrai que 9e année, c'est pas mondialisation, Ah, mais ça, oui, ce sont des thèmes qui, ça déborde, enfin, mais j'en ai un chapitre justement sur l'environnement, sur la politique, les politiques environnementales. Fait que je ben, pense que alors là, on peut justement y faire aller, des hein, liens. parce qu'il y a plein de choses. Et je pense que au début, quand j'ai commencé à enseigner les sciences, oh mon Dieu, j'étais tellement axée sur les habiletés et les connaissances. Et plus Oui, ça va, et plus je suis axée sur sciences, techniques et société, parce que c'est le défi de demain. oui, totalement. Mais c'est ça, je trouve, puis c'est le défi au secondaire, parce qu'on a toutes nos matières un peu différentes, mais on a de la difficulté à trouver des corrélations entre tout ça, alors que prof au primaire, c'est plus facile de le faire entre les matières. Oui, 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 Et je oui. pense que ça emmène les élèves à voir justement que ces matières-là se parlent dans la vraie vie. Mhm. Ouais, OK, donc j'ai hâte. Bon, merci Marika. À tout à l'heure, peut-être, ou à plus tard. Oui, Ouais, c'est vrai. C'est Je vous remercie beaucoup. ouais. Sérieusement, c'était une formation intéressante. Vous avez fini avec les réseaux de concepts. Les réseaux de concepts sont aussi importants pour que l'élève puisse faire le lien entre différentes connaissances. Il y a aussi ce qu'on appelle mettre l'élève devant un conflit cognitif. Parfois, je demande aux élèves de passer au tableau tout le monde, mais ce qu'ils pensent sur le concept. Et par après, on commence à poser des questions au lieu de donner des réponses. Poser des Mhm. questions. Et l'élève, à chaque fois que tu lui poses une question, tu le mets devant un défi cognitif. Là, il doit surmonter ce qu'on appelle en éducation, mettre l'élève devant un conflit cognitif. Oui, je pense que c'est un bon résumé, hein. Nous ne sommes pas là pour donner des réponses, nous sommes là pour poser des questions. Et je dis souvent aux élèves, vous savez, la vie, moi je me suis retrouvée dans des circonstances personnelles, etc. Et j'aurais aimé que la vie me donne une question, me pose la question. Et c'est ça ce que je dis vis-à-vis des choix multiples, hein. Je leur dis, la vie ne vous donne pas des réponses à choix multiples. Elle ne vous donne même pas la question. Et c'est le jour où vous êtes devant une situation et que vous arrivez à vous dire, à vous poser la bonne question, que vous dites, ah ben maintenant que j'ai la bonne question à me poser, ben je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc oui, effectivement, on est là pour poser des questions. Ah, ça, je vais retenir ça. Ça, c'est une bonne chose. Puis oui, puis justement, on n'avait pas conçu cet atelier nécessairement pour toutes les matières au secondaire. C'était beaucoup axé sur les sciences, mais en même temps, Marika, tu amènes un super bon point. L'interdisciplinarité de nos matières au secondaire devrait être euh, mise en évidence justement pour aller chercher ces pensées critiques-là. Moi aussi, j'ai adoré toutes les discussions les expériences des élèves, donc le vocabulaire, comment c'est important au niveau de la pensée critique. Le conflit cognitif, c'est quelque chose qui revient dans mes recherches aussi. La mentalité de croissance, être vulnérable devant nos élèves afin de créer un espace ou un environnement euh, qui sécure que, tu sais, qui permet les élèves de poser des questions, d'aller voir plus loin dans leurs réflexions. En tout cas, moi, j'ai adoré ma matinée. Je vous laisse encore la parole si vous avez le temps, mais moi, je vois qu'il est 11h33. J'aimerais remercier Sylvie pour son temps, son expertise, encore une fois, puis comment elle vulgarise l'information pour nous dans cette matière, ce domaine. Alors, Merci d'avoir été présent ce matin. Je vous assure, il y a des fois, je me suis dit, bon, peut-être les gens vont avoir la vidéo et puis voilà. Donc moi, ça m'a fait, ça c'est toujours enrichissant de discuter. Et si certains d'entre vous sont, n'oubliez pas, hein, ceux qui enseignent 50 matières, là, vous avez des gens dans d'autres conseils scolaires via le consortium que vous pouvez contacter, hein.
et pour partager des ressources, etc. Donc, moi, je suis toujours prête à tout partager. Comme je dis, j'ai passé du temps à le bâtir. C'est comme c'est pas idéal, c'est pas, voilà. Mais si je l'ai fait, au lieu de le faire pour 100 élèves, je le fais pour 300, youhou, c'est plus efficace. Et tout le monde va recevoir les diapos de la présentation, l'enregistrement. Donc, dans la présentation, il y a plein de liens. Euh, je vais mettre en évidence aussi les adresses courriels de tout le monde pour pouvoir créer ce réseautage entre nous, entre vous. Donc, n'hésitez pas de vous connecter par la suite. Puis, si vous voulez répondre à ce courriel de suivi en offrant ou en partageant vos ressources, vos idées, sentez-vous à l'aise. Et aller faire un tour sur le Critical Thinking Consortium. Ils ont une page en français qui est presque dédiée aux études sociales. Il n'y a que des ressources d'études sociales. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Peut-être pas, mais si ça peut ouvrir voilà, des portes. Mais il y en a aussi pour les sciences. Enfin, ça vaut la peine. J'ai même pas tout exploré encore. Donc, Bon, il y voilà. a Bilo Média aussi qui permet d'aller plus loin avec les médias sociaux et tout ça, surtout études sociales. Mais ne vas-tu pas faire une présentation là-dessus? Sur non? Sociales? Oui. Oui, Oui. justement, au mois de mars, le 5 mars, il y aura un autre atelier pour les profs du secondaire au sujet des études sociales. Ah, je pensais que c'était aussi les sources et le... Oui, on a eu des ateliers à ce Ah, sujet, vous avez. puis il va en avoir un autre. D'accord. Bon, mais merci tout le monde. Merci pour votre participation active aujourd'hui. C'était bien apprécié. Euh, Oui, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée, bon Merci. congé de fin d'année puisqu'il À vous approche. aussi.